premier joueur du jour, Kristaps Porzingis. On peut y aller 30 minutes par match en moyenne pour Kristaps Porzingis, 57 matchs, 112 de true shooting plus, donc plus 12% d'efficacité relative à la moyenne. C'est excellentissime sur un usage de 25%, donc un volume de, deuxième, troisième option d'équipe, grosso modo, un plutôt bon volume, mais pas star. Et pour te lancer, on est vraiment sur quelqu'un qui, avant, était dans une équipe nulle, mais qui était pas mal, mais qui là, s'est un peu révélé dans une bonne équipe. Ouais, après, une équipe qui a tout fait pour le révéler en plus. Enfin, vraiment, on est arrivé sur le... pas pour lui enlever à son talent ou à son impact, hein, mais c'est vraiment... ça a été fait pour en tirer le plus possible. En gros, c'est intéressant parce qu'il y a un effet très vertueux de son utilisation, dans le sens où il a été mis dans les meilleures conditions possibles pour avoir le meilleur rayonnement possible sur le reste de l'effectif. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est le cas offensivement et défensivement. Dans le sens où offensivement, il a été beaucoup utilisé, par exemple, au post-up, où c'est le joueur le plus efficace au post-up de la ligue sur ceux qui en font plus de 2 par match, mais parce il s'est retrouvé beaucoup à être défendu par des arrières qui lui arrivaient au niveau du coude, et en fait, c'était des tirs ouverts à mi-distance pour lui au post-up, ou alors c'était des tirs proches du cercle, qui étaient très avantageux, et défensivement, beaucoup utilisé comme roamer, donc avec des switches loin du ballon pour le garder proche du cercle, ou dans ce cas-là avec du drop, mais du coup du drop permis par Jrue Holiday et Derrick White qui défendent très bien la navigation d'écran, et Jason Tatum qui est un très bon défenseur de LED et un peu sur le haut de la raquette aussi au niveau du nail. Du coup, il y a vraiment tout a été mis en place pour que sa valeur rayonne le plus possible sur le reste du collectif. J'ai l'impression qu'avec Porzingis et Jrue Holiday, en fait, on a fait un peu une update de la version 2022 des Celtics, mais avec 2 profils qui shootaient cette fois-ci. C'est-à-dire que Jrue Holiday, c'est un peu, il permet un peu ce que faisait Marcus Smart, donc en termes de polyvalence, de profil, notamment on-ball, tu vois ce que faisait Marcus Smart un peu, et cet aspect de Mazzulla en plus qui a été plus créatif cette année en défense parce qu'il avait un peu plus la main mise que l'an passé, et donc le fameux utilisé au milieu de la zone, utilisé sur des pivots, Jrue Holiday, mais donc c'est Marcus Smart mais qui avait un shoot, ok. Et l'autre côté c'est un peu pareil, t'as parlé de ce rôle du roamer, du lowman, finalement c'est exactement ce qu'on avait avec Rob Williams, mais on le fait avec quelqu'un qui par ailleurs est un shooter d'élite, un des meilleurs post 5 shooters de NBA, donc il y a un peu cet aspect, alors c'est pas pareil, on n'est pas sur du 1 pour 1, mais on a un peu ces similarités de finalement on avait un pivot sur le terrain qui était un peu le seul à ne pas pratiquer des schémas en switch all au final, sur lequel Boston était un peu fait ça sur tout le reste. Ouais. Mais on a un peu ce grand pivot qu'on garde sur le terrain, non pas pour switcher, mais au contraire, pas pour switcher sur le ballon, mais qu'on essaye de switcher off-ball et de toujours garder proche du panier pour sa protection de panier. Et là-dessus, il fait aussi une saison assez de très très haut niveau en termes de protection de panier. Mais parce que ça, il a plus son explosivité incroyable d'avant les blessures qu'on a vu à New York et qu'on ne reverra jamais, malheureusement. Mais il y a quand même la taille, il y a quand même la longueur de bras, il y a quand même une certaine technique et expertise au panier en termes de défense. Donc c'est un très bon obstacle au panier. Donc quand tu arrives un peu à le garder dans ce rôle-là, comme Robert Williams à l'époque, c'est génial. Et en plus, ce que n'apportait pas Robert Williams, c'est le spacing. Et là, on a aussi, comme dit, on a affaire à un mec qui, en termes de spacing, a permis qu'on ait, avec ses Celtics, peut-être, j'ose le dire, mais je pense, au regard de l'histoire, en termes de chiffres bruts et en termes de valeur brute plutôt, peut-être un des ou le meilleur spacing de l'histoire qu'on ait jamais vu, parce que c'était un vrai 5 out et un vrai comment on dit, spacing maximal pour le coup à 100% en fait. Ah oui, parce que même les mecs qui étaient à 45, ils étaient à 1 mètre ou 2 derrière la ligne. Donc c'était pas un 5 out, c'était pas un 5 out rond, c'était un 5 out presque carré, tellement même les joueurs qui étaient à 45 pouvaient tirer de loin et menacer de loin. C'est là où Porzingis, il a une grosse valeur, c'est qu'il peut dégainer de vraiment très très loin. Et un peu comme Sam Hauser aussi, qui vient extraire encore plus de valeur parce que lui peut tirer aussi d'un mètre ou 2 derrière la ligne. D'ailleurs, Sam Hauser dans le Best of the Rest, on l'a pas mis, donc bref. Et du coup non, pour moi c'est facile, pour moi c'est assez aisément le meilleur spacing de l'histoire parce qu'aussi on avait moins de spacing avant. Oui, parce qu'on est au tout début, tu veux dire, donc on peut les compter sur le doigt d'une main, les exemples en fait. C'est ça. Alors, est-ce que c'est le meilleur spacing relatif à la moyenne de l'époque? Je ne sais pas. Ça se trouve, en fait, oui, parce que du coup, peut-être que les Rockets de Olajuwon, à l'époque où les mecs, ils étaient les premiers à faire du 4-out comparé à des équipes qui avaient 2 joueurs dans le dunker spot, peut-être qu'en fait, relativement à leur époque, ce spacing-là était mieux, mais vraiment, ça a été, lui, il permet cette valeur structurelle d'avoir eu le meilleur spacing, et vraiment, il a été utilisé de la meilleure manière possible, mais, moi, ce qui m'a surpris, c'est sa mobilité à certains moments. Et il y a des moments où il a été utilisé, tu vois, genre sur vraiment des zoom action,
Ouais. où il partait du corner et il allait récupérer un ballon sur un handoff. Il y en a eu peu, mais il y a eu 2-3 moments comme ça. Il y a eu le match contre OKC où il est défendu par Chet Holmgren et il fait un jab step, une feinte et il part en drive. Il y a des moments, il y a eu des flashs de mobilité et c'est bluffant parce que tu sais, comme tu dis, il aura plus jamais ce qui est le niveau d'explosivité et de mobilité qu'il avait à New York, mais il y a encore des mini flashs, notamment le game 1 contre Dallas où t'as l'impression de retrouver un peu la licorne des premiers matchs de New York où tu disais mais qu'est-ce qui se passe? On a cassé Internet quoi. Bah, le truc, c'est que par rapport au spacing, je pense que c'est assez fondamental et on insiste dessus, mais parce que tout dépend aussi de lui en fait. Et Bah, pour avoir un spacing oui, maximum, totalement. il faut notamment que tout le monde shoot, mais bon, le truc le plus rare, c'est que le pivot shoot. Donc des exemples Ouais. de pivots qui shoot, on n'a pas tant que ça. Tu regardes qui est-ce qu'on a? On a Towns, mais qui a jamais vraiment pu jouer 5 jusqu'ici parce qu'il y avait là un peu la question de la défense. Et même quand il le faisait, il n'y a pas toujours que des top shooters à côté de lui. Brook Lopez un peu, peut-être, mais Brook Lopez, bon, bah, il y avait Giannis autour, donc c'est pas grave quand c'est lui qui a la balle, mais c'est peut-être pas un spacing pareil. Et puis, tu vois, je pense que voilà, on est aussi au début de cette révolution et des vrais pivots qui sont pas juste bons au shoot à 3 points, comme un peu Brook Lopez par exemple, mais vraiment élite. Donc c'est aussi là-dessus où je pense que c'est un élément clé et qui vient de lui, il apporte ça, et c'est un élément clé parce que c'est vrai que tactiquement, on est toujours sur des Celtics qui ont un peu cette même faiblesse parfois de pas aller tout le temps au panier, ça peut arriver. Hein. Et donc, à quel point aussi est-ce que le travail, est-ce que le rendu n'a pas été à ce point extraordinaire, malgré ces déficiences de on n'a pas un gros driver? Bah parce que le spacing était à ce point fabuleux. Et pour moi, c'est un peu l'histoire des finales. C'est que, ok, t'as pas des énormes drivers, et notamment un Jalen Brown qui se met à faire des driving kicks dans tous les sens. Tu dis, mais comment ça se fait? D'habitude, il n'arrive pas bien et c'est pas un bon passeur. Mais parce que le spacing est tel que quand Dallas essaie de faire des rotations ou essaie de boucher le terrain, bah, les rotations elles doivent venir de plus loin, elles doivent revenir surtout sur des défenseurs des attaquants qui sont plus loin parce que l'écartement, le spacing est à ce point bon. Donc je pense que c'est un élément clé et donc lui participe à ça et cette valeur en fait structurelle de le mec qui peut à la fois remplir les deux conditions de protéger le panier et le spacing. Donc 37% à 3 points sur 5 par match qui pour le coup ça pourrait être plus. Hein. En plus je trouve que on n'a pas un volume qui est si gigantesque que ça. Et puis l'autre aspect qui est hyper intéressant, c'est que en plus c'est un mec qui bah tu vois si tu fais un switch défensif sur lui, il peut aller quand même te punir au poste bas. Et je crois qu'il a la meilleure saison de cette année, Ouais, en c'est ça, 2024, en efficacité de toute la NBA. 1,3 points par possession sur post-up, ouais. Voilà, donc c'est un peu le côté Pas où mal. tu peux switcher si tu veux, et il a toujours cette faiblesse de prendre le fadeaway plutôt que aller Ouais. bourriner, faire des coups d'épaule et enfoncer le plus petit mismatch. Mais en même temps, ça marche très bien, parce que ce shoot est quand même génial, quoi. Et il prend des fautes aussi. Oui, en effet. Il prend plus de fautes qu'avant aussi, donc ça c'est plutôt bon. C'est un des joueurs qui provoque le plus de fautes aussi sur post-up parce que justement il est défendu par plus petit. En fait, c'est toujours le truc un peu structurel de il y a ce gros spacing. Du coup, pour couvrir le plus de distance possible dans ce spacing, les autres défenses sont obligées de switcher. Et une fois qu'elles ont switché, elles peuvent être punies. T'as un peu ce truc-là de on refuse le décalage de l'écran, mais du coup, on se mange un décalage structurel ensuite qui est le mismatch. Et puis même au niveau du passing, tu vois, ça n'a jamais été un Ouais. gros passeur. Mais Bon, comme chaque année, il y a toujours 2-3 flashs et on se dit ah tiens, c'est intéressant. ah ouais, c'est une frustration de ouf. Il y a des fois, dans la relation notamment avec Jalen Brown. Oui. Mais voilà là, parce que Jalen Brown vraiment off ball, ça serait tellement d'avoir une relation un petit peu, tu vois, où Jalen Brown bouge autour de Porzingis un petit peu comme menace off ball et que Porzingis il peut envoyer des passes depuis 7 pieds 3 de haut de la ligne à 3 points avec un défenseur qui est sur lui parce que c'est une menace de tir. Théoriquement, malheureusement on n'habite pas en théorie, mais théoriquement ce serait incroyable. Et il y a 2-3 flashs, mais Oui, mais même là-dessus, c'est un peu frustrant comme tu dis, mais de l'autre côté, je trouve que tu t'as parlé un peu des zoom action que lui-même utilise parfois, ou en tant que en tant que mec qui court, hein, mais il peut aussi les setups. C'est lui qui peut être le mec qui a le ballon. Pour un Jalen Brown, t'en parlais là, mais il y a un peu ça où on arrive grosso modo un peu à l'impliquer là-dedans. Sur des blind pigs aussi. Sur les blind pigs aussi, ouais, tout à fait. Ouais, il a été un peu utilisé là-dessus. Et au final, on a quelqu'un qui, on a parlé un peu du post-up. Bon, faut quand même dire que c'est pas les mêmes volumes que Embiid et que Jokic, évidemment. Non, c'est même pas des post-up de même nature. C'est des post-up de punition, hein, de mismatch. Clairement, c'est pas un post-up de création pure. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est bien, ça vient compléter le profil et c'est génial. C'est pas qu'un shooter grand et qui est pas capable de punir des petits.
Mais après, on a grosso modo un profil qui a beaucoup de valeur, de par cette valeur structurelle défense et shoot, mais qui est autour des 80% de paniers assistés, mine de rien. Donc, ça reste un finisseur ultime. Donc, il y a quand même ce truc où pas non plus les tonnes de passing, pas non plus les tonnes de création pour son scoring. Et donc classement, projetons-nous dans le classement, où est-ce qu'on l'imaginerait? Moi, je me demandais, est-ce que c'est pas, entre guillemets, un des meilleurs 3&D de NBA à l'heure actuelle? Dans le sens 3 points et défense, pas dans le sens 3&D de un peu l'ancienne version. Au sens littéral, tu veux dire? Au sens littéral du coup, défensivement, c'est, je pense, le deuxième à, putain, la perte d'efficacité infligée au cercle, j'ai réussi. Donc c'est un des mecs les plus efficaces là-dessus, qui est permis par les défenseurs qui sont autour de lui, mais factuellement, c'est un des joueurs qui fait perdre le plus d'efficacité au cercle. Et en plus, il fait perdre de la fréquence au cercle par sa présence. Et du coup, il y a aussi une perte de lancer franc, tout simplement. Donc il y a vraiment une énorme influence défensive. Et en plus de ça, il a ce truc c'est une menace à 3 points, et donc il a le fait de pouvoir punir à 3 points et d'étirer la défense. Donc t'es ce truc-là est-ce qu'on n'est pas, en fait, au niveau du meilleur 3&D de NBA, quoi. Est-ce que techniquement le meilleur 3&D, ce serait pas Tatum, du coup? Le problème, c'est qu'il prend plus assez de catch and shoot. Alors que, d'accord. Tu vois, il y a un peu trop de création. Meilleur 3&D, ce serait peut-être Jalen Williams. Non, qui prend pas mal de pull-up aussi. Non, mais moi j'avais un point de repère dans le classement, puisque tu veux pas aller sur le classement, moi j'y vais. J'avais un peu en point bas, on avait Brook Lopez à pas dépasser, et encore on est très bas. Mais surtout le point haut à pas dépasser pour moi, c'est Chet Holmgren, tu vois. Oh waouh, ah oui, donc oui, d'accord, on est haut en effet. Alors c'est mon truc à vraiment pas dépasser pour le coup, parce que tu vois, on parlait de 3&D un peu pivot. Alors, le 3 points est moins spectaculaire, moins de volume, moins de respectabilité encore pour l'instant, quoique il a quand même fait une bonne saison, mais je trouve que la défense est encore plus fabuleuse chez Chet Holmgren. Donc c'est un peu vraiment le truc dans ce profil similaire, le point où ça doit être en dessous. Et après, ça peut aller taper au milieu, hein. Ça peut aller taper du Karl Anthony Towns, qui est autour de la 30e place, je crois, un truc comme ça. On peut être autour de ça. Donc, ce sera le deuxième Celtics dans le classement. Que je réfléchisse, oui. Non, tu l'imaginais où alors, toi? Non, mais en fait, là, je suis en train de me demander si Derek White, il est pas un peu bas. Parce que je l'aurais imaginé derrière Derek White, mais je l'imagine au-dessus de Siakam, Ingram, Tyrese Maxey et tout. Et je me demande si Derek White serait pas plus proche d'un Jalen Williams. Je trouve quand même qu'il y a plus de création qu'avant, mais je suis pas sûr qu'il y en ait à ce point chez Derek White, en termes de emprise sur le jeu, mais peut-être que je me trompe, hein, pour le coup. Ah, j'ai l'impression que quand même puis il y a la défense aussi, et j'ai l'impression qu'il y a plus de création et qu'il fit toujours aussi bien. C'est ce truc c'est toujours un joueur qui fit hyper bien dans le collectif et du coup qui a pas de compromis, en ayant rajouté un peu de création. Donc t'as rajouté une couche un petit peu de chantilly sur ton gâteau, mais t'en as pas perdu en valeur calorique, entre guillemets. Bon, bref. Mais pour moi, Derek White mériterait d'être un peu plus haut. Et ensuite, Porzingis, je le mettrais en dessous de Karl Anthony Towns et au-dessus de Pascal Siakam. Le truc, c'est que Derek White, il y a plus de création qu'avant, mais on est quand même pas sur un gros volume. Donc ça me va de le faire s'inviter là déjà autour de créateurs à haut volume, mais j'irai quand même pas jusqu'à le monter trop haut, parce que alors tu vois, c'est que le scoring, mais on est à 18% du age, là où Jalen Williams, on est à 24%. Ça fait quand même un écart non négligeable pour moi, en termes d'emprise sur le jeu, en termes de volume de création générale. Mais après, moi, ça me dérange pas d'avoir Porzingis deuxième meilleur de Celtics, hein. Pas sur le skill set, mais sur l'aspect de la valeur qu'on a détaillée, de défense d'élite plus spacing, sachant que la défense, elle est élite, et donc il fait partie de ça. C'est un des meilleurs protecteurs de panier de NBA, plus le côté spacing qui est aussi un point clé de cette année. Non, mais moi, ça me va de le mettre, que ce soit le deuxième Celtic qui a le plus d'impact. Non pas le meilleur skill set, mais le plus d'impact. Moi, il y a un truc qui m'embête là-dedans, c'est que l'équipe performait aussi bien avec et sans lui sur le terrain, et que l'équipe est aussi allée chercher le titre et a écrasé un peu la compétition, qui était mauvaise pour le coup, enfin moyenne. Et en fait, ça me ferait un peu bizarre que le deuxième meilleur Celtics, ce soit un mec qui était absent du run de playoff et qui a en réalité,
encore une fois, les WoW sur des profils comme ça, c'est pas très intéressant, mais pour le coup, les chiffres sont vraiment exactement les mêmes avec ou sans lui en termes de rating. Après, en termes de la défense est totalement différente. Dans le sens où tu passes de drop, rom à switch all. Du coup, la fréquence au cercle augmente quand il est pas là. Et toutes ces choses-là sont différentes. Mais en termes de performance pure, ça ne bouge pas. Du coup, c'est pour ça que ça m'embête un peu de le mettre aussi haut quand ça fonctionne aussi bien sans lui. Et ça, c'est aller jusqu'au titre sans lui. Ouais, alors après, à quel point est-ce que si Derrick White avait pas été blessé, on aurait juste monté le volume d'un journalier, tu vois. Un peu comme ce qui a été fait avec Haverford. Porzingis se blesse un peu sur la fin. C'est vrai Haverford aussi. De plus, quoi. C'est vrai aussi. Après, c'est une question de pondération. Je sais qu'il y a des gens qui vont beaucoup aimer la création pure de Jaylen Brown, et ça me dérangerait pas. Enfin, je comprends que le mettre au-dessus, etc. Mais non, mais moi, je t'avoue que moi, je valorise pas mal ce côté spacing et défense. Et je vois un Jaren Jackson, j'ai envie de le mettre devant Jaren Jackson, tu vois. Allez. Toi, ça te fait haut, j'ai compris. C'est ça? Ça me fait haut, mais d'un autre côté, je comprends vraiment très bien. Mais ça me fait haut parce que j'ai, pour le coup, vu que Boston, c'est une équipe que j'ai beaucoup vue et étudiée, je vois aussi le fait que l'équipe performe très bien sans lui. Ouais, enfin, contre les Pacers, quoi. Contre les Pacers, oui. Contre les Cavs qui avaient personne. Enfin, pardon, les fans de Boston. Mais je vois aussi à quel point, quand il est sur le terrain, c'est pas du tout la même équipe. Donc, ça me va. Allez. C'est pas la même équipe et enfin là où c'est bizarre, c'est que c'est pas la même équipe, mais surtout elle change complètement de schéma, donc on peut même pas comparer un pour un, quoi. Totalement. Mais Totalement. Ok, faisons ça. Et donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 19 novembre 2024 et c'est un contre sur une tentative de dunk d'un joueur de Memphis qui est sur le terrain à ce moment-là. Attends, redis-moi la date. Le 19 novembre 2024 et c'est un contre sur une tentative de dunk d'un joueur de Memphis. Mais qui est sur le terrain à ce moment-là? Je crois que Smart n'a pas joué ce match. Smart n'est pas sur le terrain, non, tout à fait. Ouais, parce qu'en fait, je crois que Smart n'a ni joué à Memphis ni à Boston. C'est dommage. T'es pas allé à Boston le voir, toi, Marcus Smart? Je l'ai vu en conférence de presse, c'est déjà pas mal. Alors, Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. n'est pas sur le terrain pour Memphis. Non. Ok, fantastique. Je sens que ça va être un Xavier Tillman. Tillman n'est pas sur le terrain. Non. Non, c'est pas possible. Tu m'as fait le pire pour la fin. Desmond Bane. Desmond Bane est sur le terrain. Oui, il fait la passe. Dieu merci. Vince Williams. Vince Williams n'est pas sur le terrain. JJ Jackson. JJ Jackson n'est pas sur le terrain. Il y a 36 joueurs à Memphis. Donc, D'accord. Ah, est-ce qu'il y a le Jacob... non. Gilliard, c'est ça? Ouais. Bah du coup, si je te le dis, c'est que non. Ok, fantastique. En plus, tu m'as même pas dit qui se fait contrer. C'est vraiment genre... C'est à toi de trouver. Alors, celui qui se fait contrer, il a un nom. C'était l'ancien nom, le nom de l'ancienne République du Congo. Ah, ok, Zaire Williams. Exactement, Zaire Williams, tout à fait. Desmond Bane. John Conchar. Conchar, oui, tout à fait. John Conchar sur le terrain. Ok, 3 sur 5, fantastique. On a un mec qui a fait une plutôt bonne saison, qui a un peu explosé, relativement, en tout cas, qui a un peu éclos dans un plutôt bon rôle. Santi Aldama. Exactement, Santi Aldama. Et le dernier, c'est un cube avec des jambes et des bras. Et que c'est pas Xavier Tillman. Ah, c'est David Roddy. Exactement, David Roddy, tout à fait. Ah, donc tu m'as pas fait le jeu de mots de mec des concerts, genre moi j'ai pas le droit... Non, parce que je l'ai fait 8 fois et que à chaque fois les mecs me disent non, j'ai pas la référence, donc voilà. Okay. Et côté Boston alors? Porzingis, Derrick White. Oui. Sam Hauser. Oui. Jason Tatum. Non. Ah, j'étais sur un fond de repos, je me disais c'était trop faux. On va voir si t'es auditeur de la syllabe. Et les deux derniers, ce sont 2 PP. Ah ok, du coup Peyton Pritchard et Al Horford. Et Al Horford, PP mais pas le même PP. Et oui, c'est pas les initiales, c'est le papy Horford, tout à fait. C'est les pepperoni.